Il est 20h30 à Conakry, même heure à Cap Parabina, à Koundara. Bonsoir et bienvenue. Voici, entre autres, ce qui concentre l'actualité. Direction Cape Town, c'est en Afrique du Sud, ouverture de la Mining Indaba, l'un des plus grands rendez-vous miniers dans le monde. La Guinée est fortement représentée, des rencontres B2B s'enchaînent avec divers partenaires et institutions. Le financement de nouvelles mines n'est pas exclu. Et puis le cancer est en nette croissance. 8000 nouveaux cas ont été enregistrés en 2024. Plus de la moitié des patients sont dépistés au stade 3 de la pathologie. Conséquence des complications entraînant l'alourdissement du traitement. Le niveau de riposte reste à savoir. Sport basketball, la Coupe nationale a pris fin week-end dernier. En série garçons, c'est le centre fédéral qui s'adjuge le trophée face à Nabaya Basketball. Chez les filles, Black Mamba a triomphé contre Fireball, une compétition pour réactiver la pratique de la balle orange. C'est tout pour les titres. En France, à Cape Town, c'est en Afrique du Sud, ouverture ce lundi de la Mining Indaba, l'un des plus grands événements consacrés à l'investissement minier dans le monde. La Guinée est fortement représentée. La délégation participe à des rencontres B2B avec divers partenaires et institutions. Autre sujet débattu, le financement de nouvelles mines et l'exploration de minéraux énergétiques. Fatoumata Kourouman, compte rendu. La cérémonie d'ouverture de la Mining Indaba, le plus grand événement mondial consacré à l'investissement dans le secteur minier depuis plus de 30 ans, s'est tenue ce lundi 3 février à Cape Town, en Afrique du Sud. Cet événement, qui attire des investisseurs, des financiers, des opérateurs et des sociétés minières du monde entier, offre une plateforme unique pour favoriser des discussions enrichissantes et conclure des accords stratégiques. La Guinée, en tant que pays participant, a mis en avant ses ambitions à long terme à travers son programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040. Une vision majeure du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui promet de transformer le paysage minier et économique du pays. La présence d'une délégation gouvernementale de haut niveau, conduite par le ministre directeur de cabinet de la présidence et président du comité stratégique de Simandou Djiba Diakité, marque l'engagement de la Guinée dans le secteur minier. Accompagné des ministres des Mines et de la Géologie Bouna Sylla et de l'Environnement et du Développement durable Diamy Diallo, la délégation guinéenne est prête à échanger et à créer des opportunités de collaboration favorables pour la Guinée. La mission guinéenne, installée au premier rang, a suivi avec attention la cérémonie d'ouverture, marquée par des présentations dignes de la culture sud-africaine, le discours de bienvenue du maire de Cape Town et des panels enrichissants sur les exploitations minières et les stratégies pour mener à la vision de l'Afrique 2063. Que souhaitent les Africains, à l'image du programme Simandou 2040 que désirent les Guinéens. Les représentants guinéens ont ensuite participé à plusieurs rencontres B2B avec des partenaires potentiels et des autorités ministérielles de la sous-région, notamment l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, qui est un centre d'expertise en matière de données, d'analyse et de bonnes pratiques dans le domaine des politiques publiques. Au cours de la réunion, le ministre directeur de cabinet et président du comité stratégique de Simandou Djiba Diakité a expliqué les enjeux et le fondement de Simandou 2040 en mettant l'accent sur le fait que la durabilité est un terme clé dans l'élaboration de ce gigantesque programme. Juste pour rappel, il faut savoir que le projet Simandou, c'est un projet intégré qui englobe les mines des grands partenaires industriels comme Rio Tinto sur le bloc 3 et 4, des mines de Simandou qui sont une prévision d'environ 8 milliards de tonnes. C'est également des mines dédiées à la partie asiatique, qui est Bao et son associé Winning Consortium, qui sont sur le bloc 1 et 2.
C'est aussi des infrastructures multi-utilisateurs et multi-usagers. Ça veut dire que des infrastructures dédiées pour le transport de minerais, bien évidemment, mais des passagers, des marchandises. Nous avons les mines, nous avons les rails, les ports, mais également l'aciérie pour la transformation locale du minerai. C'est pour augmenter la chaîne de valeur. Les engagements fermes des partenaires industriels sont quasiment irréversibles. Les travaux avancent. Maintenant, pour le chef de l'État, Simandou, oui, mais après Simandou, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où ce qui nous préoccupe, nous, en tant que responsables publics, il a demandé la mise en place d'un programme de développement socio-économique durable et responsable. Ces deux mots sont très importants pour nous, la durabilité. Pour au moins les 15 prochaines années, un programme structuré sur 5 piliers. Le pilier qui est de l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce, l'éducation et la culture constituent le deuxième pilier. Le troisième qui concerne les infrastructures, le transport et l'industrie et les technologies. Puis le quatrième qui est les finances, l'assurance et l'économie, bien évidemment. Et le cinquième pilier qui constitue un peu la santé et le bien-être. C'est vrai que Simandou, c'est des prévisions de plusieurs milliards de minerais, mais nous sommes en train de travailler pour ce programme de développement, d'élaborer tout un écosystème et définir les archétypes de croissance pour la Guinée pour les 15 prochaines années. J'ai noté déjà avec beaucoup de satisfaction les relations déjà établies. Ces discussions, certainement, doivent se poursuivre. Le responsable des relations mondiales de l'OCDE a apprécié la rencontre et souligné sa volonté de poursuivre le dialogue dans le cadre de l'élargissement de l'axe de coopération avec la Guinée, notamment dans les domaines agricoles et éducatifs, deux piliers fondamentaux du programme Simandou 2040. J'étais assez impressionné par la vision, je dirais, globale, holistique, pas simplement focalisée sur l'extraction minérale, mais plus largement sur les besoins de développement durable et responsable du pays, qui est porté par la présidence et par les ministres, avec une insistance sur des sujets divers qui vont évidemment de la maximisation de la rente minérale à l'exploitation du potentiel agricole via le désenclavement des régions de l'intérieur, la formation pour augmenter le contenu local. Donc j'ai le sentiment que la Guinée est orientée sur des bons rails de politique publique durable et responsable. La collaboration entre la Guinée et l'OCDE existe déjà dans le domaine du travail sur la fiscalité, sur l'érosion de la base fiscale, sur la taxation minimale des multinationales. Évidemment qu'il y a un potentiel d'étendre cette coopération sur des questions qui ressortent par exemple des politiques agricoles, des politiques de l'éducation et aussi du commerce et de l'agriculture. Les rencontres se sont poursuivies avec les représentants de la Standard Chartered Bank, qui est également conseiller financier de Rio Tinto dans le cadre du projet Simandou. Dans une ambiance conviviale, les échanges ont tourné autour du potentiel minier guinéen et des opportunités d'extension de la collaboration. L'une des rencontres phares fut celle avec le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines du Sénégal, Birame Souleye Diop. Au menu des discussions, le Centre africain de développement minier et comment s'unir dans une synergie d'action afin de le rendre opérationnel. Le Sénégal et la Guinée, c'est le même pays, c'est le même peuple, c'est la même histoire. On se sent aussi bien en Guinée qu'au Sénégal. Et suite à la visite que le président Diomaye Faye a effectuée avec vous à Conakry, on a eu de bonnes discussions, on a ouvert beaucoup de chantiers, surtout le chantier qui est extrêmement important aujourd'hui pour nous, c'est le Centre africain de développement minier. Et c'est le lieu de remercier le ministre Birame pour son engagement
L'initiative est venue de lui. La Guinée a eu le Centre africain de développement minier, mais pour que ça entre en vigueur, il faut qu'un certain nombre de pays puissent procéder à la ratification. C'est une institution de l'Union africaine, comme la Guinée est membre fondateur de l'Union africaine en 1963. D'ailleurs, le premier secrétaire général de l'OUA, qu'on appelait OUA, est guinéen. On a accueilli ce centre, mais toutes les ratifications ne sont pas obtenues. Pour qu'on puisse rendre le centre opérationnel, c'est un instrument extrêmement important pour le développement minier de l'Afrique. Donc le ministre s'est proposé, au nom du gouvernement sénégalais, d'appuyer la Guinée pour qu'on fasse une démarche commune pour que cette ratification puisse subvenir dans les prochains mois. Nos autorités aujourd'hui ont décidé de s'inscrire dans le voie de ce développement harmonieux en acceptant à chacun ce qu'on appelle les privilèges géologiques qu'il a et qu'on avance ensemble au mieux pour sécuriser nos démarches, pour tirer les meilleurs intérêts. Nous devons nous projeter sur l'avenir, le contenu local. Avoir un contenu local à l'échelle de la sous-région aussi nous permettrait de réaliser des gains au mieux des expériences que nous avons. La rencontre qui a suivi fut celle de la délégation gouvernementale guinéenne avec les représentants de EDQ, qui ont clairement exprimé leur volonté de collaborer avec la Guinée dans des domaines spécifiques, notamment le financement de l'exploitation d'une nouvelle mine. L'autre domaine de collaboration qu'ils souhaitent explorer, c'est les minéraux qui ont la capacité de générer de l'énergie, notamment le lithium et l'uranium. Ainsi, ils souhaitent explorer ces différentes possibilités avec la Guinée dans les domaines suscités et se disent prêts et impatients à travailler étroitement avec l'équipe technique qui sera désignée par les autorités guinéennes. Le ministre directeur de cabinet de la présidence, pour sa part, a salué la volonté de collaboration de l'équipe de EDQ et souligné qu'elle était au bon endroit, car la Guinée est aujourd'hui plus propice que jamais à l'investissement. La délégation ministérielle a ensuite procédé à une visite du stand de la Guinée, installé au cœur de cet événement, se distinguant aux côtés de ceux des grandes nations et entreprises mondiales. Les visites se sont poursuivies dans les stands des partenaires industriels de la Guinée, notamment Winning Consortium Simandou WCS, Baowu, Rio Tinto et SMB. Ces rencontres ont été ponctuées par des conversations cordiales et des échanges de cadeaux symboliques. Le forum Mining Indaba 2025 promet d'être un espace dynamique de discussion et de décision cruciale pour l'avenir du secteur minier africain. La présence de la Guinée est un exemple significatif de l'engagement du gouvernement sous la direction du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, à contribuer à cette transformation structurelle de notre économie. Retour au pays pour avoir les échos de la délégation gouvernementale. Elle est arrivée à Zali ce mardi même. Il s'agit du lancement de l'immersion gouvernementale, une manière de rapprocher l'administration centrale des réalités locales. Ousmane Bangoura est sur place. À quelques heures du lancement officiel de l'immersion gouvernementale, l'équipe du Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Riba, accompagné d'une forte délégation, est arrivée ce mardi soir dans la région forestière. Cette équipe gouvernementale veut se rapprocher davantage des citoyens, connaître des réalités locales et évaluer l'impact des politiques publiques sur le terrain. C'est une mission gouvernementale, une immersion. Une immersion instruite par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour que les ministres s'approchent des citoyens pour connaître profondément leurs problèmes à la base. Voilà le but de l'immersion. Alors tous les membres du gouvernement sont déjà en place. C'est des étapes dans cette immersion. Toutes les régions sont concernées. Cette immersion du gouvernement est une initiative présidentielle et elle doit s'étendre sur toutes les autres régions du pays.
C'est une satisfaction pour elle de voir que le Premier ministre, chef du gouvernement, vienne avec tous les membres du gouvernement ici pour faire une semaine d'activité au niveau de la région administrative des Zérékoré qui va couvrir pratiquement toutes les préfectures et tous les ministres auront rendez-vous dans ces préfectures pour toucher du doigt la réalité de ces préfectures liées aux activités en rapport avec leur département ministériel. C'est une activité qui vient renforcer leur optimisme par rapport à la gouvernance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Ce programme qui débute ce mercredi à Zérékoré se poursuivra jusqu'au 19 février, histoire de recueillir l'ensemble des préoccupations des citoyens de l'arrière-pays. Évaluation des contrats de performance, c'est en direction des unités de gestion des projets et programmes. Exercice 2024, il est question de passer en revue l'exécution physique et financière des projets. À terme, améliorer la capacité d'absorption des fonds alloués à la Guinée par les différents partenaires. Mamadi Gassama. C'est un exercice de redevabilité auquel tous les coordinateurs de projets sont soumis. Il s'agit pour eux de faire le point sur le niveau d'exécution physique et financière des projets et programmes au titre de l'exercice 2024. La redevabilité est un principe important auquel nos autorités attachent du prix. L'idée est d'améliorer la capacité d'absorption de nos projets et programmes. Comme vous le savez, les projets et programmes de développement constituent des éléments importants pour amorcer un développement durable pour notre pays. Donc la mise en œuvre correcte de ces projets doit contribuer à améliorer substantiellement les conditions de vie de nos populations. C'est pour cela que Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances attache du prix à cet exercice, parce que pour nous, c'est une manière pour nous d'améliorer la performance de nos projets et programmes. Cette évaluation touche l'ensemble des projets financés par les différents bailleurs. L'enjeu est d'améliorer la capacité d'absorption des fonds, mais aussi veiller au respect des engagements pris lors de la signature des contrats de performance entre les parties contractantes. La vocation, naturellement, de cet exercice, c'est de couvrir l'entièreté des projets qui sont financés par les bailleurs au développement. Certes, nous avons atteint un niveau très appréciable parce que la Guinée ne fait que monter en puissance et dans le classement, mais cette dynamique, ces caps doivent être maintenus et renforcés conformément aux orientations des autorités au plus haut niveau. Une soixantaine de projets seront évalués sur une période de 2 semaines. À terme, une revue globale des portefeuilles sera organisée les prochains jours et sera sanctionnée par la présentation des résultats issus des travaux de ces évaluations devant les plus hautes autorités. Par ailleurs, fini le stage de 29 officiers de l'état-major de Guinée, place à la visite dans les institutions républicaines. Première étape, le CNT, avec les conseillers nationaux. Cette 4e promotion apprend le rôle et le fonctionnement de l'institution parlementaire. Robert Siditolno. Ils sont 29 officiers stagiaires des états-majors des armées de la République de Guinée, du Bénin, du Mali, du Niger, du Togo, du Cameroun, du Gabon et du Congo-Brazzaville en formation à Conakry. Ils ont été reçus par le CNT dans le cadre d'une visite des locaux de l'institution en vue de s'informer du rôle et du mode de fonctionnement de l'organe législatif de la transition. Au-delà de la formation en capacité opérationnelle et dans les techniques d'état-major, nous entamons et nous faisons une immersion au sein des institutions pour parler avec les professionnels de ces institutions afin d'être dans leur école et permettre aux stagiaires d'avoir une large vue et vision sur les institutions. Ce matin, nous commençons par le CNT parce que c'est l'organe de référence de cette transition. Nous nous réjouissons de votre visite. Nous nous retrouvons ici dans un premier temps juste pour faire un briefing sur le CNT. La coopération civilo-militaire est bien ancrée ici et elle entre progressivement dans notre culture et dans nos mœurs. Et cela n'est qu'une très bonne chose.
Dans les échanges, ce sont plusieurs questions axées sur les rapports entre l'armée et l'institution parlementaire, ainsi que celles relatives au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les institutions qui ont été abordées. La suite des échanges a été marquée par la visite de quelques commissions permanentes du CNT. Donc arrivé vraiment après les présentations là, on en ressort satisfait, entièrement satisfait, et on en sort un peu surpris de cette belle organisation qui est une institution étatique, qui vraiment ça nous a bien édifié. Dans l'agenda des formateurs de ces officiers stagiaires, cette immersion pourrait s'étendre à plusieurs autres institutions républicaines du pays. Au même moment, renforcement du personnel de la gendarmerie, la structure livre la 9e promotion de PESIG, peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie nationale, un premier groupe 100% féminin. Les attestations sont officiellement délivrées. Adjudant-chef Oumar Kamara de la presse militaire. Le JAR est un aspect que tient en compte le haut commandement de la gendarmerie nationale et direction de la justice militaire. C'est à ce titre que 272 stagiaires, uniquement composés de personnel féminin, viennent d'achever leur formation en intervention professionnelle. Une première qui fait de cette gente féminine la 9e promotion du peloton de surveillance et d'intervention de gendarmerie PESIG. Ce stage a été conçu avec un objectif précis: renforcer leurs capacités opérationnelles, perfectionner les connaissances professionnelles du personnel féminin sous-officier appartenant aux promotions 2009 et 2013 de la gendarmerie nationale. Mon général, permettez-moi de m'adresser à présent aux stagiaires. Chers stagiaires, vous êtes désormais des pionnières, des modèles d'engagement et des exemples à suivre. Vous avez fait preuve de rigueur, de discipline et d'une solidarité parfaite. Au cours de ce renforcement de capacités, plusieurs modules militaires et professionnels ont été enseignés aux apprenantes, notamment le maintien de l'ordre, l'éthique et la déontologie du métier gendarme, des connaissances qui leur permettent à faire face à leur mission une fois dans leurs unités respectives. Mon général, nous tenons tout d'abord à vous exprimer notre sincère reconnaissance pour l'opportunité qui nous a été offerte d'intégrer cette formation. Votre vision et votre engagement en faveur de l'égalité de chances et d'excellence nous a permis de repousser nos limites et d'acquérir des compétences pointues et de renforcer notre engagement au service de la nation. En présidant cette cérémonie, le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, a invité les récipiendaires à plus d'abnégation au service de la nation. Vous venez de montrer que ce qu'on vous a enseigné, au-delà de ce qu'on apprend en situation classe, vous êtes désormais apte et capable de restituer quand vous serez dans un engagement opérationnel. Je vous encourage à maintenir cette rigueur. Soyez fiers de vous. Mais au-delà de cette restitution qu'on vient de vivre, je vous demande d'appliquer ça sur le terrain, de montrer au commandant d'unité que les choses ont changé. C'est par la remise des satisfecits, suivie de certaines démonstrations sur le combat corps à corps et la maîtrise des armes que cette cérémonie a pris fin, ici à l'école des sous-officiers de gendarmerie de Somfonia. Par ailleurs, la Cité des sciences évolue à pas des géants, une initiative présidentielle pilotée par le ministère de l'Enseignement supérieur sur le site. Pour le constat, bien sûr, Alpha Bakar Bari, Rose Paula Prissimou et les techniciens, un projet innovant qui prend en compte la technologie. Mounir Bari, explication. La Cité des sciences et de l'innovation est un projet présidentiel de grande envergure qui nécessite une synergie d'action gouvernementale. En visite sur ces vastes chantiers en pleine extension et de modernisation, le ministre Alpha Bakar Bari revient sur certains axes prioritaires de ces projets de grande envergure. Ce projet n'est pas celui du ministère de l'Enseignement supérieur, c'est le projet du gouvernement de la République de Guinée et qui vient en réponse à la problématique de la recherche et de l'innovation, qu'elle soit technologique ou d'une autre nature. Madame la ministre vient constater d'abord l'évolution
des travaux d'infrastructure, mais aussi savoir quels sont les programmes qui sont développés dans l'animation de la cité. C'est un chantier qui avance à pas de géant et que le programme opérationnel qui doit être mis en œuvre ici est aussi en train de se développer en parallèle. Et vu qu'il s'agit d'innovation, de recherche, nous sommes des entités consommatrices de ces innovations et de ces recherches. Il est important de créer ces ponts d'interaction. La Cité des sciences et de l'innovation répond à toutes les commodités. Il s'agit par exemple du développement des solutions intégrantes, des technologies avancées, blockchain, intelligence artificielle, énergie verte ou encore l'autonomisation énergétique des ménages. Une partie majeure de la recherche et de l'innovation touche les technologies numériques qui sont à la base au fait de tout ce qui est transformation sociétale, économique et environnementale dans les différents pays. L'initiative est intégrée au programme Simandou 2040 à travers son volet éducation piloté par Simandou Academy, un projet majeur qui va déboucher sans nul doute à l'insertion des jeunes par le canal du développement de la science et de la technologie. Dans la même logique, métier du numérique, Conakry abrite du 11 au 13 février prochain la foire technologique de Guinée et d'Afrique. Cette première édition se veut grandiose en termes de mobilisation des passionnés des NTIC et promoteurs des startups. Mais avant, face à la presse, les initiateurs annoncent les couleurs de l'événement. Mamadi Terna Kamisoko. Elle s'annonce comme le plus grand événement du pays dédié au métier du numérique. La première édition de la foire technologique de Guinée compte réunir les esprits les plus brillants, les entreprises les plus innovantes et les passionnés de technologie pour découvrir et partager ensemble les nouvelles avancées du domaine. Connecter la Guinée vers un avenir numérique inclusif est le thème de ce rendez-vous. Cette foire réunira tous les acteurs du numérique, les startups, les entreprises numériques, les visiteurs et puis des business angels pour essayer vraiment de mettre en avant les innovations, les dernières innovations que nous avons développées en Guinée et dans la sous-région et en même temps permettre de faire une mise en relation entre ces investisseurs et ces exposants qui sont sur la foire afin d'accélérer l'innovation numérique de notre pays. En Guinée, de plus en plus de jeunes s'intéressent au métier du numérique. Pendant ces 3 jours d'événements, plusieurs activités sont prévues dans le but de favoriser l'investissement dans le numérique et de créer l'émulation entre start-up et créateurs de contenu. Les activités prévues, il y a des plénières de présentation des solutions technologiques avec des passages bien organisés pour chaque exposant. Et il y a des réunions d'affaires qui seront organisées entre les exposants et les investisseurs qu'on a pu mobiliser pour la foire. Et il y a également des panels qui sont là pour essayer de partager les connaissances. Il y a 2 masterclass prévus pour permettre aussi de parler des thématiques bien clés pour des apprentissages continus. La foire technologique de Guinée, prévue du 11 au 13 février prochain, est organisée par Afrinov Tech Expo. Elle sera marquée également par des remises de prix à certains innovateurs. Grand Conakry pour parler de ce qui se fait sans cesse. Bitumage des voiries, les travaux se poursuivent. À Yataya Plateau et Flamadina, plus de 9 km sont en construction. L'entreprise en charge des travaux met les bouchées doubles afin de finir le chantier avant l'hivernage. Aboubakar Junior Kamara. Les quartiers Yataya Plateau et Flamadina sont parmi les 11 quartiers bénéficiaires du projet de construction des voiries urbaines dans la commune de Ratoma. Ici, 9 km 800 se construisent dans ce projet de l'initiative présidentielle. Des quartiers qui se désenclavent 32 ans après leur lotissement. Nous sommes très contentes du président de la République. Depuis 32 ans, j'ai acheté mon terrain ici. Mais c'est grâce au président que nous avons reçu le goudron. Merci au président, que Dieu le protège, afin de poursuivre tout ce qu'il est en train de faire pour notre pays. Véritable course contre la montre pour Gicopress BTP qui exécute ces travaux. L'objectif est de finir les 36 km de la commune avant les grandes pluies. Spécifiquement dans la zone de Yataya, j'ai en charge à réaliser 9 km. Sur les 9 km, moi j'ai réalisé déjà
les 4 km déjà bitumés et 3 km dont la couche de fondation et la base est en cours d'exécution. Le lotissement et le respect du schéma directeur constituent des éléments essentiels pour la construction d'une bonne route, ce qui interpelle les citoyens à libérer les emprises. Les autres lignes dont nous avons la charge, je crois bien il y a beaucoup d'encombrements, mais précisément à Yataya, je n'ai pas rencontré d'encombrement. C'est dû au lotissement antérieur que l'État a réussi à faire et que la population aussi a suivi les délimitations. Sinon, la dimension, ça dépend réellement du lotissement antérieur. 214 km de voirie dans le Grand Conakry est une initiative du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, financée intégralement par le budget national de développement. Au chapitre santé, le gouvernement met la main à la poche au profit de l'hôpital préfectoral de Pita. C'est un lot d'équipements mis à disposition pour soulager les patients. Ce sont 2 radios plus exactement, réconfort pour le personnel soignant ainsi que les autorités administratives. Mamadou Paté-Baldé, correspondance. Depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir le 5 septembre 2021, l'hôpital de Pita est en profonde mutation. Grâce à la mise à disposition de nouveaux équipements par le ministère de la Santé, cet établissement hospitalier et de soins ne cesse d'enregistrer des performances considérables en matière de prise en charge des malades. Cet équipement va changer beaucoup le visage de l'hôpital parce que ça va augmenter le taux de fréquentation, ça va diminuer le taux de mortalité lié aux différentes complications, principalement chez les enfants, chez les femmes en grossesse. En plus du matériel de bureau et des matelas offerts par le ministère de la Santé, des parkings pour le personnel soignant et les visiteurs et un hangar pour les accompagnateurs ont été réalisés. Ces acquis ont favorisé une large augmentation du taux de fréquentation au sein de la structure. Ils vont changer de façon considérable les attentes de malades parce qu'à un moment donné, il fallait partir jusqu'à l'abbé pour faire une radiographie. Ne serait-ce qu'un orteil, il fallait partir jusqu'à l'abbé. Aujourd'hui, ils ont pensé à nous, Pita a eu 2 radios, donc on n'a plus besoin d'aller ailleurs. Avec la disponibilité des médicaments et consommables, un personnel soignant et la gratuité de la césarienne qualifiée, le taux de mortalité et de morbidité a connu une baisse sensible à Pita. Cela vient s'ajouter à d'autres actes déjà posés par son Excellence le Président de la République à travers son premier, le ministre de la Santé, pour aider dans son objectif vraiment d'améliorer l'état de santé de la population. D'autres chantiers se pointent à l'horizon, notamment l'aménagement de la rentrée de l'hôpital, le renforcement des capacités des agents et la pérennisation des acquis. Le cancer ou le destructeur des cellules, la maladie va crescendo selon les données crédibles. 8000 nouveaux cas ont été notifiés en 2024. Plus de la moitié des patients sont dépistés au stade 3 de la pathologie. Conséquence des complications et le traitement devient lourd. Une seule question maintenant, à quel niveau se situe la riposte contre le cancer en Guinée? La réponse dans ce reportage est signé Hadia Toubari. Sans bruit, il fait des milliers de victimes, surprises pour la plupart par la maladie. Sous toutes ses formes, le cancer a touché en 2024 8700 personnes et plus de 6000 patients ont perdu la vie. Des patients diagnostiqués dans la plupart des cas à un stade avancé de la maladie. Ce taux élevé du cancer, nous pouvons la rattacher peut-être au manque de sensibilisation. Les gens ne sont pas du tout informés correctement sur la maladie et ils ne sont pas bien orientés. Le coût élevé de la mortalité peut être lié aussi au coût élevé de la prise en charge. L'accessibilité des traitements n'est pas à la portée de tous. En Guinée, l'unité de cancérologie de l'hôpital national d'Onka, unique service spécialisé, reçoit de nombreux patients et une prise en charge anticancéreuse est proposée en fonction de l'évolution des cancers. Le premier point fort de la guérison du cancer, c'est le stade de la maladie. Lorsque le cancer est diagnostiqué à un stade précoce,
on a la chance de guérir à plus de 95%. Et nous avons des spécialistes qui ont eu le courage de rentrer chez nous. Et toutes les étapes de la prise en charge du cancer actuellement sont réunies chez nous. À l'échelle nationale, la lutte contre le cancer ne reste pas sans défi. Le pays tarde encore à avoir son institut de cancer qui permet d'offrir une radiothérapie digne du nom aux patients. Comme défi, c'est la mise à disposition d'un institut de cancer. Pour certains cas, on est obligé d'évacuer nos patients. Et pourtant, nous avons toutes les spécialités réunies à ces jours chez nous qui peuvent prendre convenablement les cancers. Mais par manque de radiothérapie, on est obligé de les évacuer. Et c'est surtout aussi rendre accessibles les médicaments anticancéreux. Et il faut que le coût soit moindre. Et particulièrement, nous nous battons, nous avons un défi pour rendre la prise en charge gratuite globale des cancers du col de l'utérus, du sein et de l'enfant chez nous. Malgré les nombreux défis, le programme national de lutte contre le cancer fait de la prévention sa priorité pour réduire l'incidence de la maladie. À prendre très au sérieux la maladie multiforme. Mutilation génitale féminine, on n'est pas loin de la journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des MGF. Le département de la promotion féminine met à contribution le groupe Circus Baobab. C'est une forme de sensibilisation qui touche plusieurs communes de la capitale. Message clé, le changement de comportement. Sona Sagnou. En prélude à la célébration de la journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines, commémorée chaque 6 février, le ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, en collaboration avec le groupe Circus Baobab, l'UNICEF et le comité suisse national, poursuivent la lutte contre les MGF à travers le pays. Cette campagne de sensibilisation et de plaidoyer qui débute dans la commune de Matam s'inscrit dans le plan de lutte nationale contre les violences basées sur le genre. Le thème retenu cette année, accélérer le rythme, renforcer les alliances et créer des mouvements pour mettre fin aux mutilations génitales féminines. On va aller au-delà des sensibilisations classiques, les causeries éducatives, les activités de plaidoyer, donc pour que l'art serve aussi de message dans le cadre de l'abandon de la pratique des mutilations génitales féminines. En fait, on veut utiliser la pratique artistique pour attirer les gens, attirer le regard et dire avec toute bienveillance, en fait, en douceur, qu'il faudrait abandonner ces pratiques-là car elles sont dangereuses, elles font du mal aux femmes psychologiquement et physiquement, donc on aimerait vraiment que ces pratiques-là s'arrêtent et on passe par l'art pour faire passer ce message. À travers des débats et de spectacles poignants du groupe Circus Baobab, des messages de sensibilisation et de plaidoyer ont été faits en faveur de changements de comportement dans la société. Aujourd'hui, nous essayons de sensibiliser nos populations à travers ces prestations qui pourront en même temps éduquer et aussi permettre un changement de comportement au niveau de la population. J'inviterai toutes les femmes à dire stop aux mutilations génitales. L'excision de nos filles, de nos sœurs, de nos jeunes sœurs, ça cause beaucoup de problèmes dans notre société. Ancrée dans l'inégalité des genres, les MGF, la commémoration de cette journée reste et représente une opportunité de rappeler à l'opinion nationale et internationale les défis liés aux droits fondamentaux des filles et des femmes. Kindia, dans la commune urbaine, la problématique d'eau potable est en passe d'être résolue. Les initiatives se multiplient dans ce sens. En plus de l'État, les bons samaritains sont à la rescousse. À peine 2 mois, on dénombre 9 forages réalisés pour les communautés. Une assistance d'El Haj Abdul Wakil Al-Mami Keita, l'érudit de Kindia. Nabi Kamara. L'érudit de Kindia continue ses œuvres de bienfaisance pour ses concitoyens. Dans la commune urbaine de Kindia, il vient de réaliser 2 forages, l'un pour le commissariat central et l'autre pour le quartier Kenende. Pour les bénéficiaires, le problème d'eau potable ne se pose plus dans leur localité. C'est une première que le commissariat central bénéficie un tel don de la part d'un citoyen de Kindia. Je voudrais vous rassurer que ce forage sera utilisé à bon escient par le personnel de la police et de la population environnante. Pendant des années,
Kenende a dû faire face à des difficultés considérables pour accéder à cette ressource vitale. Les longues distances parcourues par nos femmes et nos enfants pour aller chercher de l'eau, tout cela appartient désormais au passé grâce à l'engagement et la générosité de notre bienfaiteur Elhadj Abdoul Wakil Alamali Keita. L'érudit Elhadj Abdoul Wakil Alamali Keita en matière d'approvisionnement en eau potable n'en est pas à sa première expérience. Toujours à Kindia, les localités Wani, Bokaria Centre, Boton, Yewole et Fissa Hôpital ont été les premiers bénéficiaires. Le président de la République a libéralisé les initiatives. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons un digne fils de Kindia, du nom de Wakili Keita, qui est en train de faire des choses sérieuses à Kindia. C'est Dieu qui va le payer. Nous, population, on ne peut pas le payer. Si Kindia bénéficie aujourd'hui d'un tel fils, nous devons le remercier. A signaler que les deux forages qui viennent d'être inaugurés au commissariat central et à Kenende complètent à 9 le nombre de forages réalisés par Elhadj Abdoul Wakil Alamali Keita dans la préfecture de Kindia en 2025. Promotion rurale et ça se passe autour de la table. Le projet de développement de la chaîne de valeur de riz en Guinée vient de tenir son 5e comité de pilotage. Les enjeux sont énormes, entre autres, redéfinir un nouvel agenda en s'inspirant des manquements constatés par les acteurs et les partenaires. Fodi Kamara, spécialiste maison. Sous les yeux des partenaires techniques et financiers, l'unité de gestion du projet de développement de la chaîne de valeur du riz a dressé le bilan des différentes activités réalisées au cours de l'année 2024. Les principaux acquis du projet pour cette année 2024 se résument ainsi. Vous avez l'achèvement des études techniques qui est condition sine qua non pour la réalisation des travaux d'aménagement hydro-agricole, la construction des pistes rurales et aussi les infrastructures socio-collectives du projet. Nous avons aussi réussi à signer la convention avec l'Institut de recherche agronomique de Guinée, l'IRAG, pour la production de 428 tonnes de semences certifiées de riz. Et nous avons réussi à avoir l'avis du bailleur sur le projet de la convention avec la Banque islamique de Guinée pour une ligne de financement de 2 millions de dollars. Et nous avons réussi à approuver, à intégrer le programme alimentaire mondial comme partenaire. Au-delà des acquis, le tableau des défis à relever a été aussi présenté. Par exemple, un projet comme le projet chaîne de valeur de la filière riz, c'est un projet qui était à 9%. Aujourd'hui, on se retrouve à 22%. Donc, on a fait quand même une augmentation de près de 100%. Et tous ces projets-là, il faut se dire qu'il y avait des petits problèmes qui sont liés. Quelquefois, c'était des fois le montage institutionnel, quelquefois c'était des incompréhensions avec les bailleurs de fonds. Mais depuis la prise de fonction de M. le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et moi-même, nous avons pu trouver les voies et moyens pour essayer de repositionner ces projets-là conformément à la vision de Simandou 2040. Au cours de cette 5e session du comité de pilotage, l'élaboration du plan de travail et du budget annuel 2025 a permis d'exposer les ambitions de professionnalisation de la filière riz, soutenue par le projet de développement de la chaîne de valeur. Acheter un tracteur, une laverda, des motoculteurs, des motofaucheuses, les remettre directement aux producteurs, c'est une première. La preuve, nous avons été à Sigiri pour dire que vraiment, tellement que les producteurs ont apprécié l'acte, ils ont même commencé les premiers labos. Ils sont en train de faire maintenant les premiers labos, les labos qu'on appelle le labo de déchômage. Ça ne s'est jamais fait. Ça, c'est déjà un acquis pour nous. Financé conjointement par la BID, Banque islamique de développement, la BADEA, Banque arabe pour le développement économique en Afrique et le gouvernement, ce projet de 28 millions de dollars touche 7 préfectures, avec pour objectif de réduire le taux d'importation du riz en Guinée en renforçant la croissance économique par l'accompagnement de l'entrepreneuriat au niveau de la filière riz. Hors de Conakry, dans un petit village de Sigiri, une rencontre religieuse pour prôner la paix. Autour du Saint-Coran, les mains se rapprochent afin de renforcer l'unité nationale. Les bénédictions sont également dites pour la réussite de la transition. Djamokaba.
Togi Wouling est l'un des districts de Djomabana dans Sigiri. Dans ce lieu de savoir, se réunissent chaque année autour du Saint-Coran des fils du pays venus d'horizons divers. Cette année encore, le pardon divin est imploré pour que règne la stabilité et le bonheur de la République de Guinée. Je remercie Dieu. Foudimnata Madi Silla est mon grand-père. Il est l'élève de Cheikh Fantamadi Chérif de Kankan. Mon père, Elhadj Baba Silla, c'est l'ensemble des élèves de ces hommes de Dieu qui se sont réunis pour organiser ce sacrifice de lecture du Saint-Coran pour commémorer la mémoire de ces maîtres coraniques. Lis le Coran au nom de l'ensemble et au nom du peuple, ainsi qu'au président, le général Mamadi Doumbouya. C'est une longue tradition enclenchée par les promoteurs de l'islam qui se perpétue. Parmi ces anciens, Fefodé Minata Madi Kaba Silla, une figure paternelle, descendant de l'érudit Fodé Kaba Silla. Les hauts faits de cet homme de Dieu et des témoignages sont rapportés pour entretenir sa mémoire. Les élèves ont fait ce zihara à cause de notre grand-père Babou, descendant de Fodé Kaba Silla. Il a passé toute sa vie à enseigner. Après, ses enfants lui ont suivi, tels que Elhadj Baba, qui le remplace aujourd'hui. Lui aussi ne fait qu'enseigner. Nous souhaitons que toutes les bénédictions formulées soient acceptées par Dieu et que, après ici tout de suite là, on voit les retombées de ces bénédictions. Ces grandes retrouvailles religieuses sont à leur 5e édition, mais l'objectif reste et demeure la promotion de la cohésion sociale, le respect des valeurs islamiques pour soutenir la transition. La gouvernance dans le sport, le sujet est au cœur des échanges à Banjul, capitale gambienne. La Guinée partage ses expériences en tant qu'invité spécial. La représentation est assurée par l'ambassadeur de Guinée en France. Une assise pour parler des fléaux qui gangrènent le sport, notamment le dopage. Mohamed Souma, Falilou Diallo. Plus qu'une compétition, le sport est le symbole d'unité et d'excellence éthique. La Guinée partage son expérience et savoir-faire lors de cette rencontre de Banjul organisée par la commission antidopage de l'UNESCO. En Guinée, le sport représente un pilier essentiel dans l'identité nationale et de la cohésion sociale. Les plus anciens parmi nous s'en souviendront certainement des aventures emblématiques à travers l'Afrique du AFIA 77. Notre président de la République, le général Mamadi Doumbouya, dont je salue ici l'engagement total en faveur du sport, notamment en développant des infrastructures dédiées aux activités sportives, appelées fan zone dans toutes les villes du pays, s'inscrit parfaitement dans cette dynamique. En Guinée, le sport est vecteur de cohésion sociale et un élément primordial au développement, mais aussi un pilier essentiel dans l'identité nationale. Depuis quelques années, des projets et programmes sont enclenchés pour renforcer sa gouvernance. L'analyse situationnelle des valeurs de l'éthique et de l'intégrité du sport en Guinée, réalisée avec le soutien de l'UNESCO, relève un taux de conformité de 85,7% entre 2021 et 2023. Cela souligne notre engagement à travers cette mission et la volonté de nos autorités à promouvoir des valeurs saines du sport conformément aux normes internationales et de l'UNESCO. Au cours de cette conférence interministérielle, la lutte contre les fléaux qui gangrènent le sport ont été dénoncées et des solutions à envisager pour renforcer la croisade. Sport toujours, mais cette fois-ci, on quitte les 4 murs pour descendre sur le terrain de la sueur. Sans doute, une atmosphère détendue autour d'un marathon, c'est à la baie, où la mobilisation est effective. L'esprit d'équipe se renforce comme le souhaitent les autorités régionales. Sarafdine Diallo, son assaillant. Les cadres de l'administration régionale de la baie entendent développer l'esprit d'équipe par le biais du marathon. Cette épreuve sportive est partie du gouvernorat jusqu'au stade Saifoulay Diallo, à peu près une distance de 4 km. À l'issue d'une visite
de courtoisie que j'ai effectué au niveau des différents services régionaux, que je me suis rendu compte que vraiment les gens sont en train de dormir. Alors j'ai demandé à l'inspecteur régional de la santé de faire un programme pour que tous les mercredis qu'on a une marche pour la santé. Le fait seulement de prendre les médicaments ne donne pas la santé, mais plutôt ce sont les pratiques saines, l'alimentation saine, le sport, les exercices physiques nous permettent de prévenir beaucoup de maladies qui sont des maladies que nous appelons des maladies liées à la sédentarité, comme l'hypertension, le diabète et l'obésité. Et donc cette initiative est la bienvenue et nous pensons qu'il faut pérenniser et étendre à tous les différents services afin que la population pour laquelle nous sommes là puisse prendre vraiment l'exemple. Cette initiative du gouverneur de la région, en collaboration avec l'inspection régionale de la santé, vise à redonner le physique et le souffle à ces cadres en vue de renforcer leur état de santé. Le message que j'ai déjà donné à l'endroit des cadres de la région, c'est d'être assidus et qu'ils soient tous là le mercredi pour aller un peu plus vite. Rajeunir un peu aussi l'administration. Ça améliore les conditions physiques, même les conditions de travail. Avec ce premier coup d'essai, les autorités comptent élargir cette journée de marathon aux autres préfectures de la région de l'Abbé. À présent, basketball, la Coupe nationale a pris fin le week-end dernier, je vous l'annonçais dans les titres. En série garçons, c'est le centre fédéral qui s'adjuge le trophée face à Nabaya Basketball. Chez les filles, Black Mamba a triomphé contre Fayaball. L'occasion pour la Fégué Basket de relancer la pratique de la balle orange dans les 8 ligues du pays. Abdoulaye Diallo, Mangamori Kamara. Les clubs de la Ligue de Conakry ont montré la différence de niveau face à ceux de l'intérieur du pays. Une différence illustrée avec les affiches des 2 finales 100% de la capitale. En série filles, Black Mamba dispose de Fireball 76 à 53. Et chez les garçons, le centre fédéral de Guinée dicte sa loi à Nabaya Basket Club 75 à 46. On s'est battu, on s'est donné à fond. Donc on a vraiment mérité ce trophée. Donc je suis fière de nous. L'équipe adverse aussi, elles se sont battues. C'était pas mal. Je crois qu'elles reviendront plus fortes prochainement. Cette coupe nationale de basketball est le premier fruit du démarrage des activités de la nouvelle équipe fédérale. Elle a réuni la famille de la balle au panier dans un palais des sports qui renoue avec l'ambiance colorée des grands chocs de basketball. Un coup d'essai qui aura été un coup de maître. C'est un résultat vraiment satisfaisant. Toutes les ligues ont su vraiment s'exprimer par rapport à leur capacité, qu'elles soient physiques, techniques et tactiques. L'occupation saine de la jeunesse passe par les événements sportifs. Pour tirer profit des talents, le sport scolaire est fondamental. Nous sommes en train de travailler en étroite collaboration avec le service des sports scolaires, le ministère de la Jeunesse, pour pouvoir faire revivre les championnats interscolaires. Qu'on comprenne que ce sport est fait par des personnes qui vont à l'école, qui ont une bonne éducation, qui travaillent et qui sont capables de voir des activités associatives avec beaucoup de réussite. Et nous avons tiré beaucoup de leçons. Les ligues de l'intérieur, vous avez constaté, ça démontre que plus de 10 ans, il n'y a rien qui a été fait. Et malgré tout, ils ont tenu à participer. L'écart était très grand. Donc ça nous montre qu'il faut travailler toute l'année 2025 pour le développement du sport à l'intérieur du pays. Pendant ce rendez-vous de basketball, le public a découvert des jeunes qui ont marqué des esprits. Lui, Désiré Souma du Centre fédéral et Fatma Tayari Souma de Black Mamba sont désignés MVP de la compétition. Youssouf Milimono de Mamou est la révélation du tournoi. Merci pour votre attachement à la télévision nationale. Les programmes se poursuivent. L'actualité évolue sur la Guinée, notre paradis de richesse et d'innovation. À très vite.